Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ce matin à Grenoble donc pour cette nouvelle édition du consortium euro-méditerranéen droit de la famille. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette institution, il s'agit d'un consortium qui réunit des universitaires tout autour de la Méditerranée, c'est-à-dire des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Italiens, des Belges, des Suisses, aussi un spécialiste du droit allemand. Donc ce consortium s'était proposé de réfléchir sur une comparaison entre les différents droits nationaux, mais aussi sur les moyens d'assurer la circulation des personnes et de leurs droits entre les différents pays autour de la Méditerranée. Donc après avoir fait plusieurs séances de ce consortium dans différentes villes, aussi bien à l'étranger qu'en France, aujourd'hui on se retrouve à Grenoble avec ce thème qui est celui des obligations alimentaires. L'idée qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un travail préparatoire sur un prochain colloque qui aura lieu à Lausanne et que l'objectif de la journée, c'est de présenter les droits internes, mais aussi présenter le droit international privé, avec cette idée d'arriver à dégager des thèmes communs, des axes de réflexion qui nous permettront de construire un programme pour le colloque de Lausanne. Donc cet objectif va conduire à une présentation des différents droits et ensuite, après chaque présentation, un temps de réflexion auquel on va tous participer dans la salle, temps de réflexion sur ce qui paraît saillant dans les différents exposés qui auront été faits par les uns et les autres, et avec cet objectif qu'on se donne tous, membres du consortium mais aussi public, objectif de rechercher quels sont les points communs, quelles sont les problématiques communes aux différentes interventions qui pourraient servir à structurer ce colloque de Lausanne. Donc, comme vous l'avez vu avec le programme, ce matin, c'est une présentation des droits internes comparés. Et cet après-midi, c'est une présentation des difficultés de circulation de ces droits et du vecteur de circulation de ces droits, à savoir le droit international privé. Donc, on va commencer tout de suite. Je remercie dès à présent les premiers intervenants, c'est-à-dire Rachida Gelassi, qui est à mes côtés et qui est professeure à l'Université de Tunis, ainsi que Malika Boulenoir et Malika Bouziane, qui sont professeurs à Oran. Donc ils vont nous présenter le droit tunisien et le droit algérien des obligations alimentaires, avec cet impératif de ne pas dépasser 15 minutes, puisque à partir de maintenant, je ne parle plus, mais je suis gardien du temps. Donc je cède la parole immédiatement à Rachida pour qu'elle nous évoque le droit tunisien. Je vous remercie. Je prendrai quelques secondes pour exprimer mes sentiments d'être là pour un nouvel épisode dans cette aventure du consortium et dans cette aventure de rencontre euro-méditerranéenne, cette fois-ci consacrée aux obligations alimentaires. Je vais vous entretenir donc des obligations alimentaires en droit interne tunisien. En précisant toutefois que l'expression obligation alimentaire utilisée dans la version française du Code de statut personnel tunisien est en fait la traduction d'un autre terme, celui de la nafaka tiré du droit musulman. Le législateur ne définit pas la nafaka, mais il en fixe le contenu. Il s'agit de la nourriture, de l'habillement, du logement, de l'instruction et de tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence selon l'usage et la coutume. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame compte tenu du coût de la vie.
Voilà les contours qu'en fixe le législateur. Elle est révisable en hausse et en baisse selon les changements qui peuvent intervenir dans la vie du débiteur et du créancier. Et il arrive même à la Cour de cassation de reprocher à la Cour d'appel de ne pas prendre en considération l'élévation du coût de la vie et des besoins réels dans la fixation du montant de la pension alimentaire. Elle a un caractère personnel, elle est d'ordre public et à ce titre, elle ne peut faire l'objet ni d'une transaction, ni faire l'objet d'une saisie arrêt. Le régime général des obligations alimentaires est régi par divers articles assez nombreux du Code de statut personnel qui en fixent et le domaine et la procédure. Donc, concernant le domaine, l'article 37 du Code de statut personnel précise que les obligations alimentaires peuvent prendre leur source soit dans le mariage, soit dans la parenté, soit dans l'engagement volontaire du débiteur. Donc, je vais parler tout d'abord des obligations alimentaires entre époux et ex-époux pour passer ensuite aux autres types d'obligations. Les obligations alimentaires entre époux, le droit tunisien pose en règle générale que le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse et des enfants. Ça, c'est la règle générale. Il s'agit en fait d'une réminiscence de l'origine islamique de cette règle. Une des manifestations, c'est que les créanciers d'aliments, s'ils sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les servir à tout le monde, eh bien, l'épouse est servie en premier lieu, même avant les enfants. On peut être étonné, mais cet étonnement disparaît si on sait que cette règle est tirée du droit musulman et que, en droit musulman, la nafaqa est une créance de la femme mariée qui incombe au mari et qu'elle est tirée du Coran. C'est pour cette raison que, entre autres manifestations de son origine, c'est que la nafaqa de l'épouse n'est due à celle-ci qu'après consommation du mariage. C'est-à-dire qu'elle est en fait un peu liée, elle est liée à la cohabitation et renvoie à l'idée de rapport sexuel. Et c'est pour ça que nous sommes très nombreux et nombreux à contester cette liaison entre la consommation du mariage et l'obligation alimentaire. Le concubinage, pour faire vite, le concubinage n'étant pas reconnu en droit tunisien, donc aucune obligation alimentaire n'est imposée entre concubins. Mais une précision, c'est vrai que le mari, en tant que chef de famille, doit aliment à son épouse, mais la femme aussi doit contribuer aux charges du ménage si elle a des biens. Mais ni la législation ni la jurisprudence ne donnent au mari le droit d'intenter une action pour demander des aliments à sa femme pour lui-même. Il peut le faire pour les enfants, mais pas pour lui-même. En cas de divorce ou
dès la première procédure et dès la première séance de réconciliation, le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les mesures urgentes concernant, entre autres, les obligations, la pension alimentaire. Les parties peuvent s'entendre pour renoncer à la pension à condition que cette renonciation ne nuise pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, le juge de la famille peut ordonner des mesures urgentes qui peuvent être entérinées par le juge du divorce. Le juge du divorce, donc, peut entériner cette décision, mais elle prendra la forme d'une rente viagère pour la femme divorcée. En fait, le droit tunisien donne à la femme, il donne aux deux parties le droit de demander compensation des dommages qu'ils auraient subis du fait du divorce, mais il privilégie la femme en lui donnant seule une option, celle de demander à ce que la compensation soit sous forme, lui soit allouée sous forme de rente viagère. Bon, la jurisprudence essaie de diminuer le champ de ce droit en disant que la femme qui travaille ne peut pas avoir de pension, de rente viagère. Et que ceci, en fait, est le résultat de la double nature de la rente viagère. Elle a une nature compensatoire, certes, mais elle a une nature alimentaire aussi. Donc, maintenant, je vais passer aux obligations alimentaires entre ascendants et descendants. Cette obligation prend sa source soit dans la filiation légitime, soit dans la filiation naturelle, ce qui est, c'est-à-dire ce qui n'a été consacré que c'est depuis une vingtaine d'années à peu près, et dans l'adoption. L'enfant adoptif, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas que le droit tunisien reconnaît l'adoption et que l'enfant adoptif, les parents et les enfants adoptifs ont exactement les mêmes droits et obligations que les enfants et les parents de filiation légitime. Donc, vis-à-vis des enfants, le père, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de ses enfants, bien sûr dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire. Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à la majorité. Une majorité qui était fixée à 20 ans et qui est maintenant de 18 ans, mais l'âge de la pension alimentaire reste 20 ans et qui peut être prorogée jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études supérieures, qui peut être poursuivi indéfiniment au cas où l'enfant serait handicapé, et pour la fille, si elle n'est pas mariée et si elle n'a pas de conditions cumulatives, alternatives, si elle n'a pas de ressources, ou si elle n'est pas mariée, parce que dans ce cas, son obligation alimentaire incombe au mari. En cas de divorce des parents et si l'enfant n'a pas de biens propres, les frais nécessaires à son entretien sont à la charge du père en sa qualité de tuteur. Quelques actions ont été intentées contre la maman
au cas où le père aurait la garde, pour qu'elle partage la, la- les soins des enfants, parce qu'il y a une règle dans l'article 23 fixant les obligations des époux, comme quoi la femme participe aux charges du ménage, mais la jurisprudence a refusé d'aller dans ce sens en précisant que l'obligation de la femme, c'est durant la vie conjugale uniquement, et qu'après le divorce, seul le père, en sa qualité de tuteur, supporte l'obligation alimentaire. Vis-à-vis des ascendants, les pères et mères et les grands-parents paternels, à quelque degré qu'ils appartiennent, ont droit aux aliments. Ça, c'est une réminiscence aussi du droit musulman, et plus spécialement le droit musulman malikite. Selon ce rite, c'est-à-dire qui reflète une philosophie paternaliste de la famille. Donc, seuls les grands-parents venant du côté du père ont droit aux aliments, et seuls les garçons, les petits-enfants garçons, supportent cette obligation. Le droit tunisien a introduit quelques changements depuis 1993, en étendant le droit à bénéficier des aliments aux grands-parents du côté de la mère, et en étendant la liste des débiteurs aux filles, aux petites filles, et en précisant que la désignation du débiteur de la pension alimentaire, la désignation est fonction de l'état financier du débiteur, et non pas de son sexe ou bien de sa part dans l'héritage. Les obligations alimentaires d'origine contractuelle. En fait, la source contractuelle de l'obligation peut consister en un contrat de kafel, vous le connaissez, ou bien l'article 49 précise: quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit son âge, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période est indéterminée dans le contrat, elle le sera au gré du débiteur. Ça, grosso modo, pour l'étendue de l'obligation alimentaire, ses créanciers, ses débiteurs, son contenu. Pour la procédure de son recouvrement, en fait, on peut dire qu'il y aurait trois voies: la voie civile, la voie pénale et une voie mixte qui a été introduite récemment en droit tunisien. La voie civile, il y en a deux aussi, soit par voie d'action principale, et ce sera devant le juge cantonal selon une procédure très simplifiée, soit de façon accessoire à une action principale en divorce. La voie pénale, elle est en fait la conséquence de la première. Au cas où le débiteur n'exécute pas le jugement prononçant une pension alimentaire, eh bien, le créancier peut aller au pénal et obliger le débiteur à la payer. Sinon, on peut même aller jusqu'à une peine de prison. Dernièrement, en 2017, une loi a été promulguée, une loi relative à la protection contre les violences faites aux femmes. Et en vertu de cette loi, le juge aux affaires familiales peut prendre une mesure de protection de la femme ou des enfants objets de violence.
Et dans cette ordonnance, il peut prendre des mesures d'urgence. Entre autres, il peut déterminer le montant de la pension alimentaire de l'épouse victime de violences et, le cas échéant, la contribution de chacun des conjoints à cette pension, à moins que le tribunal compétent par voie principale n'ait été saisi ou n'ait déjà prononcé une pension. Il peut aussi désigner le logement de la victime et astreindre la partie défenderesse au paiement de la pension du logement. Ceci, de façon très générale, les contours des obligations alimentaires en droit interne tunisien. Et j'espère avoir été dans les temps, monsieur le gardien du temps. Merci. Merci infiniment, Rachida, et c'est vrai que tu as été 15 minutes, pour toi c'est 15 minutes et c'était parfait. Je retiens de ton exposé plusieurs choses. Tout d'abord, d'un point de vue symbolique, l'idée que le droit des obligations alimentaires en Tunisie reste un droit sexué, c'est-à-dire un droit qui est différent selon le sexe des personnes, c'est-à-dire un droit qui réserve a priori la qualité de créancier à la femme. Mais tu as expliqué qu'il y avait des discussions sur ce point et que donc ça c'est un premier aspect qui me paraît très important et qui sera certainement différent avec les droits de l'autre côté de la Méditerranée où on n'a plus cette différence selon les sexes. Je retiens aussi d'un point de vue juridique qu'il y a un rôle pour l'autonomie de la volonté, qu'il y a un rôle pour une contractualisation de l'obligation alimentaire. Et puis, je vois que d'une manière pragmatique, les questions sont les mêmes des deux côtés de la Méditerranée. Tu as insisté sur le fait que l'obligation alimentaire devait aussi dépasser les enfants mineurs, qu'elle a été concevable à l'égard des grands-enfants, ce qui est une préoccupation liée à l'éducation des enfants qui est exactement la même de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis deux considérations très pratiques, le problème du recouvrement et de cette pénalisation de l'obligation alimentaire en cas d'absence de paiement volontaire, et puis aussi cette problématique des violences conjugales qui est une problématique qui en France a énormément produit de textes et de réflexions. Donc oui, je note peut-être une différence sur les fondements avec ce caractère sexué, mais par contre une convergence sur les difficultés pratiques entre la France et puis la Tunisie. Mais on va se tourner maintenant vers un autre... alors hier, on peut pas dire on peut pas dire pays du Maghreb, je sais plus, on a eu des discussions hier, on peut pas dire droit musulman, donc vers un autre droit d'obédience musulmane, si vous acceptez d'origine musulmane, donc le droit algérien, et je laisse la parole, comme on le dit entre nous, au Malika. Voilà. Alors, merci. D'abord, moi aussi, je partage tout à fait les sentiments de Rachida. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans cette occasion. Et je remercie bien sûr grandement Michel, Marie, tous les organisateurs de l'accueil chaleureux et de l'amitié qui nous unit. Alors, pour ne pas trop perdre de temps dans les remerciements, ils sont très sincères de toute manière, mais un peu bref. Nous avons avec Malika Bis, le professeur Bouziane, nous avons donc préparé cette rencontre ensemble et je vais vous livrer un peu le fruit de ce que nous avons préparé à deux. Alors, sur l'obligation alimentaire en droit, dans notre droit, en droit algérien, donc, je voudrais commencer par trois petites remarques pour une meilleure compréhension un petit peu des dispositions qui régissent la matière. Tout d'abord, comme Rachida tout
à l'heure, en début de sa présentation, il y a une question, un petit peu un éclairage à apporter sur le mot lui-même. En droit algérien, nous utilisons donc les textes en arabe, comme vous le savez, et donc en arabe, l'obligation alimentaire équivaut un peu à notre obligation de nafaqa. Alors, ça a été traduit officiellement dans le journal officiel algérien, donc ça a été traduit officiellement par tantôt obligation d'entretien, c'est la terminologie la plus proche de la nafaqa, mais aussi on peut retrouver d'autres appellations comme obligation alimentaire, donc qui rejoint un peu, ou pension alimentaire. Et cela, pas vraiment dans la législation familiale. Ces autres appellations, elles vont se retrouver dans d'autres législations qui vont concerner les aspects procéduraux, mais aussi les aspects de droit international privé de ce droit familial. Ce qu'il faut savoir qu'en Algérie, donc, la législation familiale est contenue dans une législation à part. Elle n'est pas comprise dans le code civil. C'est un code, on l'appelle le code de la famille, qui va contenir toutes ces dispositions. Alors, ces dispositions substantielles qui vont concerner donc la matière de la famille, y compris ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'obligation alimentaire, qui en fait partie. Pour cette partie-là, je vais m'en tenir à l'appellation en arabe, la nafaqa. Et comme je le disais, pour le reste, alors on va trouver cette façon d'appeler cette obligation autrement quand il s'agira de procédures ou même de règles de droit international privé ou même en matière pénale de la famille. Alors, on a essayé de nous interroger le pourquoi de la chose, un essai d'explication, parce que c'est que il me semble pour nous que, comme tout à l'heure Rachida l'expliquait, il semble que le droit de la famille est en tout cas pour le droit algérien, est largement emprunté au fiqh, c'est-à-dire au droit musulman. Et donc, dans la traduction même, en français, le législateur a essayé de rester très près de l'esprit du fiqh, tandis que les règles procédurales et autres sont, on va dire, plus actuelles, plus modernes, et sont un petit peu détachées de l'esprit du fiqh et contiennent des règles, on va dire, moins archaïques ou moins désuètes, ou moins, disons, qui ont un petit aspect un peu dépassé. L'exemple de l'obligation qui pèse exclusivement sur l'époux à l'égard de son épouse a quand même été contrebalancé dans la législation familiale algérienne à l'occasion de la réforme de 2005, où quand même le législateur a introduit une règle ou un principe, on va dire, difficilement applicable, mais un principe quand même de codirection dans les affaires familiales entre époux. Ça, c'est inscrit désormais dans notre code de la famille. Mais à côté, il persiste toujours cette obligation un peu passéiste qui correspondait à un état de société donné. Bon, cette première remarque sur la terminologie et sur la façon dont c'est traduit dans la législation familiale, dans ses règles substantielles, et les autres législations qui touchent à cette matière, étant faite, je passe à la deuxième remarque, s'agissant de la notion elle-même de nafaqa. Nafaqa en arabe, ça vient du mot arabe, du verbe arabe nafaqa yanfiqu, et dans ce terme-là, on sous-entend qu'on prend en charge, qu'une personne prend en charge une autre sur le plan de la nourriture, c'est-à-dire il faut nourrir, habiller, loger, supporter les soins médicaux, de santé, mais aussi loger la personne. Nafaqa, ça englobe tout ça. Et ça, tout à l'heure, je l'ai entendu, c'est vrai que c'est
un petit peu un renvoi, un clin d'œil aux règles du fiqh qui, dans les règles du fiqh, ils englobent tous ces éléments qui composent la nafaqa. Alors, à ce sujet, dans le droit de la jurisprudence algérienne actuelle, on a même rencontré des arrêts qui très récents, qui incorporent dans ces éléments un autre, celui des charges locatives telles que le paiement de l'eau, du gaz, de l'électricité. Et la Cour suprême a donc décidé que ça faisait partie de la dette qui pèse sur le débiteur de cette nafaqa. Alors, troisième remarque, mais qui est liée un peu à ce que je viens de dire, c'est que le droit de la famille en général, vous le savez sans doute autant que nous, c'est que, on l'a dit, il est largement emprunté au droit musulman, au fiqh donc, même si, évidemment, depuis 2005, avec la réforme, quelques retouches ont été faites à ces règles du droit musulman. Ceci étant dit, alors je passe à l'obligation alimentaire qui nous intéresse aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est une obligation qui va concerner deux personnes. Au moins, parce qu'on va le voir, on a des situations un peu particulières. Et dans la législation algérienne, les dispositions qui concernent cette nafaqa va s'adresser aussi bien à la famille au sens restreint, c'est-à-dire époux, épouse, enfant, et dans l'éventualité d'un mariage polygamique, l'épouse, ses épouses et les enfants, mais aussi ça concerne la famille au sens beaucoup plus large, puisque les ascendants et descendants sont concernés aussi, les relations entre ascendants et descendants, et réciproquement, sont également concernés par cette obligation. Alors, cette obligation de nafaqa, dans le sens que je viens de dire, on va essayer de synthétiser au maximum, on a essayé pour la présenter dans la relation entre époux, dans la relation entre parents et enfants, et entre descendants et ascendants et descendants. Alors, pour ce qui est de la relation entre époux, très brièvement, d'abord, il faut savoir que cette obligation ne va concerner que la famille, entre guillemets, légitime, c'est-à-dire celle qui est issue du mariage, la seule qui est reconnue en droit algérien et auquel sont dédiées toutes les dispositions du Code de la famille. Le Code de la famille ne s'intéresse pas aux autres formes de famille, entre guillemets, atypiques, qui peuvent exister en droit algérien. Je pense notamment, et qui quelque part sont, pour lesquelles le législateur prévoit quelques dispositions, mais en matière d'obligation alimentaire, non. Je pense en particulier à la famille kafila, c'est-à-dire composée de kafil et d'enfants makfoul. Cette famille kafila, malgré son existence socio-juridique, on va dire, parce que la kafala est prévue en droit algérien, il n'en reste pas moins que concernant l'obligation alimentaire, nous n'avons pas de texte de loi qui concerne cet aspect-là. Il y a d'autres réalités sociales en Algérie, telles qu'une mère célibataire avec son enfant, qui constitue une famille, mais qui n'est pas, elle aussi, concernée par le Code de la famille, puisque le Code de la famille est dédié, on va dire, exclusivement à la famille légitime. Il y a même des cas de personnes vivant donc, sans être mariées. Alors, je ne fais pas allusion aux familles constituées par des mariages, et j'ai bien dit légitimes, c'est-à-dire par fatiha, parce que ces mariages-là peuvent être validés en toute légalité devant le juge une fois conclus à la manière coutumière. Donc je parle de ces situations un peu qui sont considérées comme hors champ de l'application du droit familial.
Alors, je reviens donc à cette relation entre époux, et on sait bien entendu qu'ils sont unis par le mariage légal légitime. Et là, on a décidé ensemble de voir la chose pendant le mariage et après et lors de la dissolution. Alors, lors du mariage, la règle c'est la même un peu, et que c'est l'époux qui est exclusivement tenu, il est débiteur de l'entretien de l'épouse. Et en cas de polygamie, évidemment, bon, elle est très rare, je vous rassure, en Algérie, mais dans le cas où elle existe, eh bien, à l'égard des épouses. Et cela, dès la consommation du mariage, c'est le maintien d'une règle de droit musulman, de règle de droit malikite d'ailleurs, donc qui fait peser sur l'époux l'entretien, il est le seul débiteur de cette obligation. Alors, donc sur le plan juridique, l'épouse ne participe pas aux frais du ménage, quand bien même, nous dit la Cour suprême dans un arrêt assez récent, quand bien même elle disposerait de revenus propres provenant par exemple de son travail. Même si elle travaille, elle ne participe pas. Et cela, même si l'époux est indigent. Ça, c'est dans la relation entre les époux. Évidemment, dans la réalité, on est bien loin de cela, puisque même si c'est toujours inscrit dans la loi et appliqué comme tel par les tribunaux, l'épouse participe souvent à la gestion et aux affaires familiales. Et je le disais tout au début de mon exposé, le législateur lui-même a introduit ce principe de codirection entre les époux dans les affaires familiales depuis 2005. La contractualisation aussi, qui est désormais prévue, dans le contrat de mariage, pourrait participer aussi à un petit peu être en décalage avec cette règle de l'exclusivité de la charge qui est à la charge donc de l'époux. Voilà très brièvement pendant le mariage. Alors, entre le mariage, il peut se passer beaucoup de choses. Si jamais donc il y a mésentente ou les causes, bon, je ne rentre pas dans les détails de la séparation, mais il peut y arriver qu'il y ait un temps où les époux sont séparés, mais pas encore divorcés. Et dans ce cas, l'époux reste tenu parce qu'on est toujours dans le lien du mariage et en conséquence, l'époux sera tenu pendant cette période. Alors, au moment où s'il y a dissolution, alors la dissolution peut être soit par divorce ou à suite à un décès. Alors, s'il s'agit d'un divorce, l'épouse aura droit à ce que l'on appelle la pension de la idda, l'équivalent de la retraite légale, et cela à compter de l'introduction de l'instance, et avec possibilité de remonter cela à 1 an avant le prononcé, donc sur la foi d'une preuve, nous dit aussi bien la législation et les applications qui en sont faites au niveau de la Cour suprême. À cela, il faut ajouter que si le talaq, le divorce, a été prononcé au tort de l'époux, eh bien, il devra en plus verser des dommages et intérêts à l'épouse. Bien entendu, en droit algérien également, la pension, cette nafaqa peut être fixée en urgence par des mesures de référé. Elle peut être révisée, elle peut, selon les circonstances, le juge peut augmenter en général cette nafaqa. Bien entendu, également, en cas de non-paiement par le débiteur de cette nafaqa à l'épouse, il est considéré en abandon et donc il sera passible de peine pénale.
Petite particularité, je ne sais pas si j'ai tout entendu, mais il me semble que, en tout cas en droit algérien, nous avons un fonds de garantie qui va prendre en charge cette nafaqa au cas où l'époux ne paye pas, au cas où il n'exécute pas son obligation de nafaqa. Donc nous avons un fonds avec des conditions, je ne m'étale pas trop parce que je n'ai pas le temps. Alors, en cas de décès, la veuve, comme la divorcée d'ailleurs, est maintenue dans le domicile conjugal jusqu'à l'expiration de la retraite légale. Et à ce titre, elle va rester créancière, elle va demeurer créancière au titre de l'obligation alimentaire. Et elle va entrer dans la succession du défunt dans des limites précisées aussi par la législation familiale. Voilà pour les époux, la relation entre époux. La relation parent-enfant, je me répète peut-être, mais elle est conditionnée toujours par l'existence d'un lien de filiation légitime, issu donc d'un mariage légal. Ça a été rappelé à maintes reprises par la Cour suprême jusqu'à maintenant. Et le père est donc tenu de subvenir à l'entretien de ses enfants, filles, garçons ou filles, en principe. Alors c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que pour la fille jusqu'à son mariage, pour le garçon jusqu'à la majorité, sauf s'il est handicapé. Et nous dit la Cour suprême, même s'il reçoit une pension par ailleurs, au titre de la solidarité nationale, une pension d'handicapé, le père restera quand même tenu de participer à la nafaqa de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas échapper à l'obligation parce que l'État, par exemple, lui donne une pension. Et aussi s'il est scolarisé jusqu'à la fin de sa scolarisation. Toutefois, notre législation prévoit qu'en cas de ressources propres du mineur, le père peut être dispensé. Nous avons également un certain nombre de décisions dans ce sens. Par ailleurs, cette nafaqa pourrait incomber à la mère si, nous dit la loi, si elle est en mesure d'y pourvoir. Alors, c'est-à-dire que c'est à titre subsidiaire, en fait. À titre principal, c'est le père qui est tenu, mais au cas où, en cas d'indigence, donc, par exemple, la mère, si elle a des moyens, elle est obligée, à titre subsidiaire, à entretenir ses enfants. Avec le sens qu'on a vu tout à l'heure. Petite remarque, c'est que si l'époux revient à meilleure fortune, la mère pourra se retourner contre le débiteur principal pour l'obliger à lui rembourser ce qu'elle a déboursé pour l'entretien de ses enfants. Autre chose concernant ces des cas de jurisprudence qui sont présentés, toujours dans cette relation parent-enfant, si le père est dans une situation d'incapacité financière, nous explique la Cour suprême, parce que dans le Code, on parle d'incapacité, mais en fait, c'est dans le sens d'incapacité financière, eh bien, si le père est frappé d'une incapacité là juridique, c'est-à-dire en tant qu'interdit mahjour, comme on dit en arabe, il reste malgré tout tenu de la nafaqa. C'est son représentant légal, bien sûr, son muqaddam, son curateur, qui va devoir prélever sur les biens du père pour prendre en charge cette obligation de nafaqa. Alors, voilà pour la relation parent-enfant. Pardon. Alors, il faut que tu alors rapidement. Il faut que tu synthétises. Oui, alors voilà. La relation ascendant-descendant, elle existe également réciproquement. Ouais. Là aussi, il y a
voilà, je m'arrête. On a compris qu'elle existe dans l'ordre, mais dans l'ordre, oui, elle est réciproque et dans l'ordre successoral. C'est-à-dire que les grands-parents sont tenus à l'égard de leurs petits-enfants. Et là, nous n'avons peut-être pas, comme en droit tunisien, cette discrimination entre guillemets entre grands-parents maternels et paternels. Les deux sont tenus à l'égard de leurs petits. Sur un pied d'égalité. Sont impliqués. Ah, d'accord. Pardon. D'accord. Alors, je termine par les situations atypiques. J'ai parlé tout à l'heure des familles kafilates et des autres familles. Je l'ai dit, la loi est muette sur la question. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelques décisions de jurisprudence au niveau des juridictions inférieures qui parfois peuvent ordonner des nafarqa à l'égard d'enfants de ces catégories de familles. Voilà. Peut-être un dernier mot, ou là, j'ai pas le temps, je ne sais pas. Sur le droit international. Je ne sais pas si Malika va aussi intervenir. C'est pour répondre, elle répondra aux questions. Ah d'accord, ok, alors je te laisse finir. Il me reste... Voilà. J'ai dépassé. Bon, juste qu'il y a des dispositions de droit international privé qui concernent la matière où il y a eu quelques cas de jurisprudence, mais on n'en a pas beaucoup justement. Donc je vais dire tout simplement que nous avons des règles de droit international privé qui ont été revues à l'occasion de la réforme de 2005 et notamment en rapport avec la question qui concerne l'affiliation et qui concerne justement la kafala. Et donc, on n'a pas vraiment de jurisprudence sur cette question pour voir quel est comment interpréter ces règles. Il n'en reste pas moins que le principe est posé en matière de loi applicable, reste la loi nationale du débiteur. Voilà, et je vous remercie. Je m'excuse si j'ai un petit peu dépassé le temps. Merci. Il n'y a aucun souci. Merci. Je te remercie vivement. Oui, c'est très très riche et très intéressant avec cette idée que l'obligation alimentaire trace les contours de la famille et avec cette question de l'enfant recueilli par kafala qui ne dispose pas d'obligation alimentaire en droit algérien. Je ne sais pas si c'est la même chose au Maroc, s'il y a une absence d'obligation alimentaire. Peut-être qu'on va tous rebondir ensemble après sur les différents droits maghrébins. Je pense que peut-être que Hicham, tu vas venir présenter le droit marocain. Et puis, non, je vais lui laisser, moi je vais lui céder ma place. Et puis ensuite, on vous interrogera sur les différents droits maghrébins. Hicham, viens prendre ma place. Bonjour tout le monde. De mon côté, je ne manquerai pas de remercier chaleureusement Michel, Marie et tous les organisateurs. Je suis toujours heureux d'être présent à côté de mes collègues membres du consortium. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, je vais essayer de présenter brièvement les obligations alimentaires en droit marocain, toujours selon la trame qui m'a été envoyée, donc je suis lié par ce qui a été demandé. Donc l'obligation alimentaire, je vais essayer de la traiter en droit marocain, c'est à l'égard des enfants, à l'égard des parents et à l'égard de l'épouse. C'est une obligation volontaire. Et je vais essayer de traiter les dispositions générales, si vous voulez, applicables à toutes ces formes de pension alimentaire et pour évoquer par la suite et enfin tout ce qui est les difficultés rencontrées en matière d'obligations alimentaires. La définition, j'ai vu la définition de la partie algérienne, c'est la même chose, c'est la même définition. Le même contenu, la même chose que le droit algérien. Il y a l'habillement, les soins médicaux, les instructions des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable. Tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, c'est une notion vague qui laisse la libre appréciation pour le juge d'inclure dans la pension alimentaire, c'est-à-dire tout ce qu'il veut comme, bien sûr, élément qui est indispensable. Mais dans la pratique, cette notion n'englobe que, si vous voulez, le pécule pour la célébration des fêtes religieuses.
Donc, dans la pratique, c'est juste une aide dans le cadre des fêtes religieuses, en l'occurrence les deux fêtes, Eid al-Fitr qui est juste après le Ramadan et la fête du sacrifice qui est Eid al-Adha. Contrairement à ce que, aux autres droits, les frais de logement ne font pas partie de la pension alimentaire. Donc les frais de logement sont alloués distinctement de la pension alimentaire. Il en est de même de la rémunération de la garde. Vous m'arrêtez si je n'ai pas pris le... D'accord. Donc ces deux frais ne font pas partie de la pension alimentaire. Les débiteurs de l'obligation de la pension alimentaire, c'est toujours le père. Franchement, personnellement, je ne trouve pas ça inégalitaire, parce que pour moi, l'inégalité, c'est toujours lorsque c'est la femme qui est lésée. Mais pour moi, tant mieux, puisque c'est juste toujours le père qui paye, et qui doit payer la pension alimentaire. À titre exceptionnel, la mère, si le père est vraiment insolvable, elle est dans la limite de son insolvabilité, de son incapacité financière, juste dans cette limite. Et puis également, les autres débiteurs, il y a la personne assurant la kafala. Donc, celui qui prend en charge un enfant doit bien sûr lui payer la pension alimentaire. La durée de l'obligation alimentaire, en ce qui concerne l'exigibilité, je vais voir ça par la suite en détail. Généralement, c'est après la cessation de paiement. Donc, elle est rétroactive. Donc, le paiement de la pension alimentaire commence à compter de la cessation de paiement et non pas à compter de l'introduction de la demande en justice, généralement sauf exception. Et pour les obligations, la durée de l'obligation alimentaire pour les enfants, c'est jusqu'à 18 ans, qui est l'âge de la majorité c'est-à-dire au Maroc. Et pour les filles, il n'y a pas de limite d'âge, sauf si elle est mariée, d'accord ? Et pour les enfants handicapés, également, il n'y a pas de limite d'âge. Pour les obligations alimentaires à l'égard des parents, c'est-à-dire le père et la mère, la répartition de l'obligation alimentaire, si vous voulez, c'est comme l'obligation solidaire en droit français. Il y a une solidarité entre les enfants, c'est-à-dire le père ou les parents peuvent demander la pension alimentaire à n'importe quel enfant, donc de leur choix. Ils n'ont pas à répartir le montant de la pension alimentaire sur les enfants concernés, mais à la différence de l'obligation solidaire, les enfants n'ont pas d'action subrogatoire, ne peuvent pas se retourner. L'enfant qui a payé ne peut pas se retourner contre ses frères pour récupérer le montant de la pension alimentaire. La différence avec la pension alimentaire due pour les enfants, celle des parents n'est pas rétroactive. Donc c'est à compter de la date de la demande, c'est-à-dire de la demande de paiement de la pension alimentaire. Donc, comme j'ai dit, voilà. Donc Donc pour la pension alimentaire, donc comme j'ai dit, c'est toujours le père qui paye, c'est-à-dire l'époux qui paye. L'épouse n'a pas à payer la pension alimentaire, c'est lui toujours le débiteur de l'obligation. On ne prend pas non plus la situation de l'épouse dans l'évaluation de la pension alimentaire. C'est-à-dire même si elle est riche, c'est toujours le même montant qui va être de la pension alimentaire qui sera accordé à une femme pauvre sera le même qui sera accordé à une femme riche. Donc on ne va pas prendre en considération la situation financière de l'épouse. Il n'y a pas de... la même chose, il y a l'exigibilité de la créance d'aliments, c'est à compter de la date de la cessation de paiement, et donc il y a une rétroactivité du paiement de la pension alimentaire. Pour la rupture du lien conjugal, le cas des divorces en droit marocain, c'est-à-dire les indemnités qui seront allouées à la femme en cas de divorce. Donc il y a d'abord la pension due pendant la période de viduité. Il y a le reliquat de la dot, il y a les paiements des frais de logement, le don de consolation et l'indemnité pour préjudice subi. Donc, pour la pension qui est due pour la période de viduité, d'abord la période de viduité, c'est 3 mois.
D'accord? Après le divorce, généralement, c'est 3 mois après le divorce, sauf si la femme est enceinte. Dans ce cas, c'est jusqu'à l'accouchement. Mais ce qu'il faut dire, que la pension pendant la période de viduité n'est accordée à la femme que lorsque le divorce est révocable. Un divorce est révocable en droit marocain, c'est un divorce qui est généralement initié par l'époux. C'est-à-dire, si c'est elle qui demande le divorce, elle n'a pas le droit à la pension alimentaire. Si c'est un divorce judiciaire, généralement, elle n'a pas le droit à la pension alimentaire. Donc, le véritable cas dans lequel la femme a le droit à une pension alimentaire pendant la période de viduité, c'est-à-dire, je parle du cas du divorce, c'est uniquement lorsque c'est l'époux qui demande le divorce. On a également le reliquat de la dot. La dot, c'est quoi? C'est un montant qui est payé à la femme lors de la conclusion du mariage. Or, il se peut que le mari n'a pas payé ce montant, c'est-à-dire lors du mariage. Donc, ça reste pour lui une dette imprescriptible. C'est-à-dire que c'est une dette qui n'a pas été payée pendant le mariage et qui sera acquittée par le juge après le divorce. L'autre droit, c'est le domicile conjugal. Ça ne se confond pas avec la pension alimentaire. C'est le domicile conjugal. Les frais du domicile conjugal sont accordés à la femme et l'on bénéficie pendant la période de viduité, c'est-à-dire uniquement 3 mois, sauf si elle a la garde d'un enfant. Dans ce cas, en tant que gardienne, elle va bénéficier de la pension alimentaire pendant toute la période de la garde. Et il y a le don de consolation. Là, je crois qu'il y a une différence avec les autres lois des pays du Maghreb, parce que hier on a évoqué ça. C'est le don de consolation s'assimile en droit marocain ou bien s'apparente avec la prestation compensatoire du droit français. Je parle bien sûr sous le contrôle des... donc c'est un don qui est librement apprécié par le juge. Le montant, c'est à la libre appréciation du juge, selon la durée du mariage, la situation financière de l'époux, les motifs du divorce et le degré d'abus avéré dans le divorce. Et il est toujours accordé à l'épouse, c'est-à-dire, et bien sûr, il va varier selon les conditions, selon les critères. Bien sûr, si l'époux n'a pas abusé dans le divorce, on ne va prendre en considération que les autres critères pour évaluer le montant du don de consolation. Mais attention, ce don de consolation n'est accordé là aussi à la femme que si le divorce est initié par l'époux. Elle n'a pas le droit à un don de consolation si c'est l'épouse qui a demandé le divorce. Et il y a l'indemnité, en dernier lieu, c'est l'indemnité pour préjudice subi. Là, c'est inégalitaire, parce que l'indemnité pour préjudice subi peut être demandée par l'époux et par l'épouse, alors que le don de consolation ne peut être demandé dans certains cas, c'est-à-dire que la femme ne peut pas demander dans certains cas un don de consolation si elle qui demande le divorce. Donc, si c'est le contraire, c'est-à-dire c'est elle qui demande le divorce, elle ne va pas bénéficier d'un don de consolation, mais elle va bénéficier de l'indemnité pour préjudice subi. Mais dans ce cas, bien sûr, il faut prouver le préjudice, d'accord, pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. Il y a également en droit marocain l'obligation volontaire et les obligations naturelles en matière de pension alimentaire. Pour les obligations volontaires, c'est comme un contrat. C'est très simple, c'est un contrat, c'est un engagement. Donc, il faut celui qui s'engage à payer une pension alimentaire doit tenir son engagement. À défaut, il peut être actionné en justice pour une exécution d'un contrat. Donc, c'est une affaire d'ordre civil. Les parties peuvent se mettre d'accord sur un terme. À défaut, c'est le juge qui va déterminer, qui va préciser la durée de l'engagement du débiteur du paiement de la pension alimentaire. Par contre, il n'y a pas d'obligation naturelle en droit marocain sur l'obligation alimentaire. Il n'y a pas d'engagement moral
vis-à-vis, par exemple, des alliés, c'est-à-dire en droit marocain, vous ne devez pas payer, par exemple, la pension alimentaire à votre frère, à votre sœur. Il n'y a pas d'obligation morale. Mais si vous le faites, c'est-à-dire tant mieux. Sinon, vous n'êtes pas sanctionné pour ne pas avoir porté, c'est-à-dire donné une pension alimentaire à votre, par exemple, à votre frère ou bien à votre sœur. Donc, les conditions de la mise en œuvre de la pension alimentaire, il doit d'abord la solvabilité du débiteur. Le principe en droit marocain, c'est que vous ne pouvez pas payer une pension alimentaire tant que vous ne pouvez pas vous-même subvenir à vos propres besoins. D'accord ? Et il y a la filiation légitime. La filiation légitime entre le père, je parle là du côté du père et de l'enfant, parce que du côté de la mère, la filiation est toujours légitime, d'accord ? Mais du côté du père c'est-à-dire et son enfant, il doit y avoir une filiation légitime, c'est-à-dire un enfant issu du mariage. Il y a 3 cas pour une filiation légitime en droit marocain. Un enfant doit être issu du mariage et ce qu'on appelle l'aveu du père, c'est-à-dire un enfant qui a été reconnu par le père, et il y a ce qu'on appelle les relations sexuelles par soupçon qui ont donné lieu à un mariage. Là, vraiment, j'arrive jamais à comprendre ce critère. Ça sous-entend en droit musulman que c'est une erreur sur la personne de l'épouse. C'est-à-dire vous avez fait une relation sexuelle avec quelqu'un en croyant que c'était en croyant que c'était votre épouse. Donc je crois que c'est très ridicule. L'interprétation de la jurisprudence marocaine, c'est d'assimiler cette situation. Voilà, l'interprétation de la jurisprudence marocaine, c'est d'assimiler cette situation à la situation de fiançailles. Parce que logiquement, on ne peut pas imaginer une relation par erreur. Donc la jurisprudence dit que si, par exemple, la naissance a eu pendant la période de fiançailles, l'enfant sera attaché à son père et sera considéré comme légitime. L'autre condition, bien sûr, le régime de la kafala, la même chose, donne droit à la pension alimentaire. La pauvreté c'est-à-dire des parents, si les parents sont pauvres, ils doivent avoir la pension alimentaire. Donc, juste une parenthèse par rapport au régime de kafala. Le régime de kafala, par rapport à l'adoption, je ne vois pas vraiment une grande différence. Pourquoi ? Parce que d'un côté, l'adoption par rapport à la kafala permet c'est-à-dire la succession. Or, en droit marocain, on arrive facilement à trouver une solution à travers les mécanismes de donation. Mais par contre, pour moi, le problème le plus crucial au niveau de la kafala, c'est le désistement du kafil. C'est-à-dire, imaginez par exemple un enfant qui sera pris en charge par quelqu'un, par un couple, et ce couple peut se désister à n'importe quel moment à cette kafala. Du coup, vous allez avoir, par exemple, un enfant qui sera pris en charge par 3 familles. Puis, chaque fois, on le prend, puis on le retourne, on le restitue, entre parenthèses, à l'orphelinat. Et ça entraîne des conséquences psychologiques vraiment très graves et des situations qui sont très douloureuses. Donc ça, c'est juste entre parenthèses pour le régime de la kafala. Le régime de la kafala, pour moi, son problème, ce n'est jamais... C'est-à-dire, c'est pas un problème juridique, c'est pas la comparaison avec l'adoption. Le vrai problème, c'est la situation psychologique dans laquelle se trouvent ces enfants qui, à n'importe quel moment, peuvent être délaissés par les kafils. Donc, revenons à la pension alimentaire, pour l'ordre de priorité, si par exemple quelqu'un qui est tenu à une obligation alimentaire mais n'arrive pas à subvenir à l'ensemble des besoins, dans ce cas, il y a une priorité prévue par la loi qui est d'accord. Donc c'est l'épouse en premier lieu qui doit être la première servie, puis les enfants, les filles, les fils,
puis les enfants, les filles, les fils, la mère, puis le père. Donc si vous n'arrivez pas à subvenir à l'ensemble des besoins, il y a un ordre de priorité prévu par la loi. Le législateur a prévu des sanctions. La durée du manquement, c'est juste 1 mois. Si vous ne versez pas une pension alimentaire pendant 1 mois, vous serez sanctionné par le tribunal. C'est le délit d'abandon de famille qui est applicable. Et généralement, en cas de récidive, l'emprisonnement est assuré. Voilà, la déchéance des droits aux aliments, c'est lorsqu'il y a des aveux de paternité par la justice. C'est par exemple une décision judiciaire qui dit que quelqu'un n'est pas le père de l'enfant. Dans ce cas, il y aura une déchéance de paternité. L'annulation de la kafala, comme j'ai dit, par exemple le désistement. Et il y a le refus de l'épouse de rejoindre le domicile conjugal, mais le refus de l'épouse par décision judiciaire de rejoindre le domicile conjugal. Dans ce cas également, il y aura déchéance des droits aux aliments. Et dans ce cas, la femme doit bien sûr intenter une action en justice pour divorce. La disparition de l'obligation alimentaire, c'est par le décès et par l'insolvabilité du créancier. Donc j'essaie de faire vite ça. La prescription en droit marocain, il y a absence de prescription pour les pensions dues à l'épouse, pour les pensions dues aux enfants et pour les pensions dues aux parents. Pas de prescription. Pour les prescriptions et pour les pensions qui résultent d'un engagement, c'est une prescription de 15 ans. D'accord, qui est prévue. Et bien sûr, si vous avez une décision judiciaire, la prescription, c'est de 30 ans. D'une manière générale, c'est interdit de conclure des conventions sur c'est-à-dire sur la pension alimentaire. C'est interdit de transiger de faire une transaction sur la pension alimentaire, mais vous pouvez faire un arrangement sur le mode de paiement de cette pension. L'exception, c'est dans le cadre du divorce khula. Le divorce khula, c'est un divorce par compensation, c'est-à-dire c'est la femme qui paye qui paye sa liberté, si vous voulez, qui paye pour obtenir son divorce. Actuellement, en droit marocain, ce type de divorce n'a aucune raison d'être parce que la femme peut facilement obtenir le divorce en recourant à un autre mode de divorce qui est le divorce par discorde. Donc ça n'a aucun sens, par exemple, pour une femme de payer pour avoir son divorce alors qu'elle peut très bien choisir un autre mode dans lequel elle ne va rien payer. Voilà, donc... Le montant de la pension alimentaire il est librement apprécié par le juge. Les preuves sont libres. Et donc, la nouveauté en droit marocain, c'est que récemment, la jurisprudence a autorisé la levée du secret bancaire pour les femmes dans le cadre de la recherche des preuves pour la pension alimentaire. C'est-à-dire que la banque ne peut plus invoquer le secret professionnel pour refuser de donner, par exemple, à la femme les preuves de la situation financière de l'époux. Pour la révision de la pension alimentaire, elle est annuelle. Et donc, il faut observer au moins un délai d'1 an, mais elle n'est pas rétroactive. C'est-à-dire la révision n'est prononcée qu'à partir de la date de la demande de révision. J'arrive. Il y a également la même chose pour le droit algérien. Il y a un fonds de solidarité, mais c'est un fonds vraiment ridicule parce que les montants sont vraiment très dérisoires. Je vais parler ça dans voilà le dernier slide. C'est les problèmes rencontrés en matière, ou bien les difficultés rencontrées en matière de pension alimentaire. Il y a surtout le problème de preuve, d'accord ? L'épouse n'arrive généralement pas, les époux, c'est-à-dire les femmes n'arrivent généralement pas à présenter la preuve de la situation financière de l'époux, surtout lorsqu'il travaille dans le secteur libéral. Et il y a les problèmes d'adresse, et il y a le problème de délai, et il y a surtout le problème de preuve du versement, du paiement de la pension alimentaire pendant la vie conjugale.
Donc pour les orientations législatives et les orientations jurisprudentielles, donc le législateur a essayé, c'est-à-dire de réglementer les délais qui sont très serrés pour le paiement et pour le versement de la pension alimentaire. C'est-à-dire si vous ne payez pas la pension alimentaire pendant un délai d'1 mois, vous serez sanctionné par le tribunal, vous risquez la peine d'emprisonnement. Et il y a également les délais pour statuer. Le tribunal doit statuer en temps, donc je finis, donc en juge unique, et il doit statuer également dans un délai maximum d'1 mois. Et pour les orientations jurisprudentielles, malheureusement, les montants octroyés aux enfants et à l'épouse sont très dérisoires. C'est-à-dire que, voilà, et que l'orientation jurisprudentielle, la même chose, elle ne condamne jamais la femme à payer une pension alimentaire. C'est les grandes lignes du droit marocain. Je m'excuse pour le retard. Si j'ai bien compris, en droit tunisien, c'est d'abord le fils qui est débiteur alimentaire, subsidiairement la fille. Moi, le droit marocain. Tunisien. C'est ça la question? Oui, c'est s'il y a une différence de sexe dans les débiteurs alimentaires au niveau des enfants. Non. Il n'y a aucune différence quant au sexe. Depuis une réforme intervenue en 1993, il y a les enfants débuteurs sont en fonction de leur aisance financière et non pas en fonction de leur sexe. Donc, ça peut être une fille comme un garçon. D'accord. Si elle a des revenus supérieurs à son frère, ce sera elle qui est tenue en premier lieu de subvenir aux besoins de ses ascendants, premièrement. Autre chose, c'est que le législateur précise que les débiteurs de la pension ne sont pas, pour être débiteur, c'est-à-dire que le critère pour être débiteur de la pension est indépendant des successions. C'est-à-dire vous pouvez avoir une grosse part dans l'héritage, mais vous pouvez ne pas être déclaré débiteur parce que vous n'avez pas les moyens. Donc, ça n'a pas de relation. Donc, il y a une indépendance entre l'identification du débiteur alimentaire. C'est le besoin créateur du droit. D'accord. D'accord. Et on retrouve les mêmes règles en droit marocain, droit algérien aussi? Oui. Oui. Pour le droit algérien, il n'y a pas cette... Enfin, moi, j'avais aussi un petit peu... J'ai mêlé un petit peu la chose. Non, parce que j'ai dit avant. Oui, voilà. Donc, nous sommes dans le même cas de figure. C'est pas précisé. Entre ascendants et descendants, pardon. Je peux préciser? Non, j'ai dit, c'est pas précis. Bon, moi, je tiens d'abord à vous remercier aussi. J'ai pas eu le plaisir de le faire en début de séance. Donc, je tiens à remercier tous nos collègues de m'avoir invité. Je suis désolée, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas pu intervenir. Mais moi, je souhaitais intervenir en tant que praticienne du droit, c'est-à-dire du point de vue de la procédure, du point de vue des affaires qui sont portées devant les tribunaux. Donc, tout à l'heure, si vous avez des questions à ce propos, j'y répondrai bien volontiers. Et là, votre question, le texte de loi ne précise pas fille-garçon. Il précise qu'il y a une obligation alimentaire entre ascendant et descendant à l'infini, vers le bas ou vers le haut. Donc, il n'y a pas de précision. Du point de vue pratique, si vous voulez, dans la réalité du terrain, c'est surtout les hommes, les garçons, qui prennent en charge cette pension qui n'est pas sanctionnée par la loi. Si vous voulez, lorsqu'une personne est condamnée, il faut d'abord qu'il y ait un jugement. S'il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de condamnation. Il faudrait que la personne qui a besoin de ces aliments aille devant un tribunal pour demander à ce que X ou Y, la personne vers laquelle est dirigée cette action, qui sera condamnée, qui devra payer. Donc, ce n'est pas un choix. Maintenant, dans le quotidien, ceux qui veulent entretenir leurs ascendants ou les ascendants qui entretiennent les descendants, si ça ne pose pas de problème, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais donc, il faut qu'il y ait une action entre X, Y, et si c'est une fille, ce sera la fille. Si c'est un garçon, ce sera le garçon. Mais sinon, dans le texte, il n'y a pas de précision. D'accord, je vous remercie. Je voudrais ajouter quelque chose
vous ne l'avez pas demandé, mais je voudrais quand même le préciser, c'est que, bon, pour être créancier et débiteur, il n'y a pas de distinction quant au sexe. Mais pour être débiteur, c'est-à-dire les grands-parents, avant 93, ne peuvent demander aliment que les grands-parents paternels. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était à propos de ça, votre question en fait, à propos des ascendants. Après 93, la liste a été élargie pour englober les grands-parents matériels au premier degré. C'est clair comme ça. Très bien. Voilà, moi merci pour la présentation très intéressante. J'ai deux questions. L'une est par rapport à la protection de la femme en cas de divorce essentiellement. Parce que si j'ai bien compris, donc en droit tunisien, on a une obligation alimentaire qui peut être même viagère dans certains cas, sauf si la femme a des revenus propres. En revanche, en droit algérien et en droit marocain, c'est essentiellement limité à la période de retraite légale. Et d'autres compensations financières peuvent éventuellement intervenir à titre de dommages-intérêts, cette forme de don de consolation ou la dot, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste ma compréhension? Oui. Et puis est-ce que le mécanisme contractuel peut être utilisé et est-ce qu'il est dans la réalité utilisé éventuellement pour attribuer quelque chose de plus important à l'épouse? Il y a, par exemple, en droit marocain, il y a le divorce par consentement mutuel qui est régi par les articles 114 du Code de la famille. Et dans lequel, c'est-à-dire, c'est un contrat entre les parties, et le juge ne fait que approuver ce qui a été décidé par les parties. Ce qu'il regarde, c'est uniquement que l'accord ne soit pas contraire aux intérêts des enfants. Mais sinon, rien n'empêche le couple de se mettre d'accord, c'est-à-dire sur les montants des pensions, des indemnités qui seront accordées, par exemple, à l'épouse. Dans la pratique, il y a beaucoup de cas, c'est-à-dire il y a pas mal de cas dans lesquels on recourt à ce genre c'est-à-dire de divorce. Et puis, en fin de compte, tout dépend du degré du litige entre les parties. Parfois, on préfère recourir aux procédures contentieuses plutôt que de trouver un accord à l'amiable. Mais si un couple veut trouver un accord à l'amiable, rien n'empêche de le faire. Pour les obligations alimentaires à l'égard des parents, pas uniquement, c'est-à-dire l'enfant ou bien la fille n'ont pas le choix et que c'est le choix, c'est le père par exemple ou la mère, le parent en question qui peut choisir d'actionner en justice, c'est-à-dire un de ses enfants. C'est pas uniquement ça en droit marocain, mais il faut c'est-à-dire également noter que l'enfant en question sera sévèrement et vraiment très sévèrement sanctionné par la justice. Parce qu'on considère que c'est-à-dire c'est quelque chose de psychologique, de moral, c'est une atteinte aux valeurs de la nation, le fait de ne pas payer, ne pas entretenir, par exemple, votre père ou votre mère. Donc déjà, au niveau, non seulement l'enfant en question n'aura aucun choix, aucune faveur, aucun privilège, mais surtout, il sera sûrement lourdement sanctionné par le tribunal. Merci. Pardon, je peux répondre oui, sur la question du droit algérien. En principe, la pension alimentaire, c'est une obligation légale. Lorsqu'elle n'est pas payée, on peut être poursuivi. On ne l'est pas automatiquement. Maintenant, lorsqu'il y a un divorce qui est prononcé, et je trouve que le droit tunisien est vraiment avant-gardiste. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a le sentiment que la femme, vraiment, elle est dans une situation catastrophique dans la mesure où, au moment du divorce, elle a droit
qu'à la pension alimentaire, à la pension d'abandon. Parce que là aussi, pension alimentaire, nous appelons en matière de... Lorsque nous faisons nos conclusions, lorsque nous faisons nos demandes à un tribunal, on parle de la pension d'abandon, c'est-à-dire la période qui précède le jugement. Et donc, elle a droit à la pension d'abandon et elle a droit à la idda. La idda qui est le délai de viduité, les 3 mois qui suivent le divorce, les 4 mois et 10 jours en cas de décès. Puis, elle a les dommages et intérêts. Mais est-ce que les dommages et intérêts, on va les considérer comme pension alimentaire ou pas? Vraisemblablement non, parce que si on fait une action en abandon de famille, les dommages et intérêts ne font pas partie de la procédure. Ils ne sont pas inclus. Et elle Oui. C'est comme un droit marocain, que si c'est l'épouse qui demande le divorce... Non, justement, je voulais préciser cela. Non, ça n'est pas si l'épouse, si le divorce est prononcé au tort de l'un ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la femme demande le divorce sur la base de l'article 53, lequel article l'autorise à demander tatliq. C'est le divorce à la demande de l'épouse dans les cas qui sont limitativement énumérés par le code. Maintenant, ça peut être elle, ça peut être lui. Si c'est un divorce abusif, elle a droit à des dommages et intérêts. Si c'est un divorce au tort de l'épouse, ou bien un divorce suite à un khul, à ce moment-là, elle n'a pas droit à des dommages et intérêts. Elle aura droit à la pension alimentaire pour ses enfants, elle aura droit à la idda, c'est-à-dire que le délai de viduité, elle l'aura. Mais pour revenir à votre question, la femme qui, par exemple, divorce et qui a des enfants, elle va pouvoir continuer à subsister ou survivre, si elle ne travaille pas évidemment, parce qu'elle va avoir une pension alimentaire des enfants, parce qu'elle va avoir droit au logement, parce qu'elle est gardienne des enfants. Mais si elle n'a pas d'enfants, si elle a 40 ans de mariage, elle n'aura rien. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'elle va se trouver dans une situation d'avoir le nafaqa qui est dérisoire, l'idda qui est dérisoire, et elle n'aura peut-être même pas le logement auquel elle aura contribué pour éventuellement... Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir des changements prochainement sur ce point-là, puisqu'il y a quand même pas mal de réactions. Donc, je trouve que le code tunisien protège beaucoup plus la femme que le droit algérien. Donc, voilà, pour répondre à votre question, je ne sais pas si... c'est Peut-être juste sur le rôle de la volonté ou du contrat. L'épouse, notamment comme en droit marocain, quand il s'agit d'un consentement mutuel, elle peut renoncer, mais pas par rapport aux enfants. C'est-à-dire que l'obligation d'aliment pour les enfants, elle est d'ordre public. Elle peut renoncer, mais elle ne peut pas demander. Elle peut pas dans un consentement mutuel. En tout cas, je ne l'ai jamais vu faire en 40 ans de carrière. Donc, je ne l'ai jamais vu, à l'occasion d'un consentement mutuel, des parties se mettre d'accord sur le versement d'une pension alimentaire postérieurement au divorce. C'est un petit peu la question que vous posiez. Mais renoncer, oui. Elle peut renoncer à la pension alimentaire. Ma question était même, j'ai compris, dans le cadre du divorce, évidemment, c'est plus difficile après de se mettre d'accord. Mais est-ce que dans le cadre d'un contrat de mariage à l'avance... oui, mais en général, on ne plus élevée, ou je sais pas. Non. La dot, d'abord, la dot, c'est au moment du contrat de mariage. Elle est fixée et elle est fixe. Elle n'est pas évolutive, elle change pas. Et la dot, à mon sens, on la met pas pour moi, ça n'est pas une pension alimentaire. La dot, c'est un dû. On la lui restitue, mais normalement, on était censé la donner avant la dissolution du mariage. Donc, pourquoi je fais cette observation? C'est que lorsque on veut aller en action devant le tribunal pénal pour demander en abandon de famille, plainte pour abandon de famille, dans l'abandon de famille, qui est censé être le refus de paiement de la pension alimentaire, il n'y a pas ni la dot, ni l'autre consolation. Nous, on n'a pas de l'autre consolation, on a des dommages et intérêts. Autrefois, nous avions l'autre consolation parce que c'est les réminiscences du droit musulman. C'est des dommages et intérêts. Donc là, on ne fait rentrer dans la pension alimentaire que ce qui a été fixé par le tribunal, pas les dommages et intérêts. Pardon, j'avais autre chose à préciser, c'est que dans le texte de loi que nous avons dans le Code de la famille, nous avons un premier texte qui prévoit que la pension alimentaire et l'habillement, les soins médicaux, ceci, cela, et le logement. Puis nous avons eu, par la suite, un autre article qui prévoit le logement.
ils ont oublié de supprimer peut-être le logement dans le premier article. Et c'est pour ça que dans le code marocain, il disait tout à l'heure que le logement ne fait pas partie. Et c'est juste, même pour nous, parce que dans le quantum de la pension qui est réclamée, eh bien, on ne met pas, quelquefois on le met, on le comptabilise, quelquefois on ne le comptabilise pas. Donc là, il va falloir que le législateur corrige un petit peu cela. Vous avez tout à fait raison. La dot peut être utilisée comme moyen d'augmenter le montant accordé à l'épouse lors du divorce. Comme j'ai dit, la dot reste une dette à la charge du mari tant qu'il n'a pas été réglé. Donc les parties, lors du contrat de mariage, peuvent très bien fixer, si la femme est vigilante, peut fixer, et surtout prudente, peut fixer un montant considérable pour la dot, mais en réalité, qui ne sera en réalité versé qu'en cas de divorce, en tant que dette qui n'a pas été payée lors du mariage. Donc effectivement, la dot est un moyen c'est-à-dire pour augmenter le montant du divorce. Merci. Hein? Rachida, encore quelque chose à ajouter? C'est théorique. Vous ne trouverez pas de nombreuses nouvelles fiancées qui vont exiger dans le contrat de mariage qu'en cas de divorce. Oui, mais juridiquement, ça reste un moyen. Juridiquement, c'est un Je moyen. pense que ça dépend du pays. Peut-être dans l'Orient arabe, on me dit qu'on emploie parfois. Voilà, oui. c'est ça. Oui. Merci pour les présentations et aussi pour ces derniers commentaires, parce qu'une de mes questions était justement sur la qualification de la dot et du reliquat éventuellement au moment de la fin du mariage. L'autre était de préciser, si c'est possible, si la mère d'un enfant né hors mariage est tenue à la nafaqa et si l'enfant a des obligations envers sa mère. Dans tous les... Oui, dans les 3 pays, parce que, bon, Oui. en Tunisie, on a mentionné le fait que dans ce cas même, il y a la possibilité de condamner le père biologique à entretenir l'enfant. Mais en cas où le père n'est pas identifié, c'est la mère qui l'entretient, même en Tunisie. Oui, dans les 3 pays. Comme tu veux, c'est comme tu veux. Sur cette question, j'avais un petit peu cadré la question au départ. J'ai dit qu'il y a en fait un silence de la loi au sujet de la relation entre une mère célibataire et son enfant, lorsque on sent à l'égard qu'il n'y a pas l'abandonner, et auquel cas il y a une pratique juridique chez nous qui permet à cette mère célibataire de transcrire à l'état civil cet enfant sous le nom de la mère. Mais là s'arrête le droit pour elle et pour l'enfant, puisque après ça va être un engagement volontaire de sa part de le prendre en charge ou pas, mais il n'y a pas un texte qui en parle en tout cas. La jurisprudence, par contre, on a rencontré quelques jugements au niveau des tribunaux, au niveau des juridictions intérieures, qui condamnaient le père biologique quand on arrivait à remonter à ce père. Non. Si, pardon, excusez-moi. Je crois que votre question, c'était de savoir si la mère célibataire a été tenue par une obligation d'entretien à l'égard de son enfant. Eh bien oui, c'est la même, elle est tenue, c'est-à-dire que l'enfant peut très bien, une fois devenu majeur, évidemment, parce que quand il est mineur, c'est elle qui a la tutelle. Et donc, il peut demander, si, imaginons qu'il soit, s'il est malade, s'il est handicapé, c'est le ministère public qui va prendre la responsabilité de demander à la mère d'entretenir l'enfant. Donc, il y a une possibilité. Il n'y a pas un texte précis qui le prévoit, mais par déduction, on en vient à ce genre de situation où la mère peut être condamnée à payer une pension alimentaire à son enfant. Une mère célibataire a des devoirs vis-à-vis de son enfant. Elle doit le prendre en charge tant qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Donc normalement, oui. Pour ajouter une petite chose, c'est que
motive pas, il n'y a pas, c'est pas sur la base d'un texte juridique, mais comme on le sait, le code de la famille renvoie au droit au droit musulman, au fiqh, lequel reconnaît une existence de droit entre la mère et l'enfant, mais exclusivement dans cette relation. Comme tout à l'heure disait Hicham, il n'y a pas d'obligation, par exemple, du grand-père de cet enfant. S'il n'a pas de filiation, parce que c'est rattaché à la question de la filiation, eh bien, il n'aura pas de possibilité de demander des aliments autres que sa mère. Mais ça, c'est en essayant de motiver juridiquement par un retour aux règles du fiqh. Donc voilà, en droit marocain, donc le principe, c'est que la pension n'est due que lorsque la filiation est légitime. Vis-à-vis de la mère, la filiation est toujours légitime, quelle que soit la situation. Donc du coup, la femme, la mère doit toujours verser la pension alimentaire à l'enfant. Vis-à-vis du père, il faut d'abord prouver la légitimité c'est-à-dire de la filiation. Il y a eu un arrêt très important, il y a eu un jugement très important en 2017 du tribunal de première instance de Tanger qui allait terminer toute cette discussion parce qu'il a admis l'établissement de la filiation en droit marocain par les tests ADN. Malheureusement, ce jugement a été annulé par la Cour d'appel de Tanger et on attend toujours la décision de la Cour de cassation. Voilà, donc si ça a été, c'est-à-dire ça a été maintenu ce jugement, c'est-à-dire que automatiquement il y aura une filiation légitime vis-à-vis de tout le monde et le père, même s'il ne reconnaît pas son fils, il sera tenu au paiement de la pension alimentaire. Donc on va attendre. Non, c'était pour la filiation. Maintenant, juste pour la responsabilité civile, un dernier mot. Pour la responsabilité civile, le père peut être condamné au paiement c'est-à-dire des dommages et intérêts, mais pas au titre de la pension alimentaire, au titre de la responsabilité civile, parce que quand même, il est responsable de la naissance de cet enfant. Voilà. Merci.